Je vais avoir le défi de capter quand même votre attention, même si c'est après plusieurs heures d'écoute. Alors, la première chose, c'est que j'adore effectivement le fait que le vainqueur ne baisse jamais les bras. Mais vous pouvez le deviner, je vais remplacer le vainqueur par la battante ne baisse jamais les bras, parce que pour les femmes, on a envie d'avoir un mot féminin pour qualifier ce qu'on est quand on est vainqueur. On est une battante et j'espère qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seront des battantes pour dépasser tous les défis. Avant de commencer, je voudrais vous raconter juste une petite histoire. J'étais il y a 2-3 ans chez des amis. Elle est fan de toi, est-ce qu'elle peut venir te saluer? J'ai dit, mais bien entendu, qu'elle vienne. Elle est venue, je l'ai embrassée, je lui ai dit, dis-moi Fatiha, quel est ton rêve? Elle m'a regardé en me disant, je n'ai pas de rêve. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas de rêve? Il faut avoir un rêve. Elle m'a dit, mais jamais personne ne m'a dit qu'il fallait avoir un rêve. Et ce qu'il y a, bon, ça peut paraître une petite histoire banale, mais quelques années après, j'ai revu les personnes en question. Ils m'ont dit, bien, la jeune fille Fatiha a dit que ce mot a changé sa vie et que c'est la première fois qu'elle s'est mise à rêver. Elle a passé le permis de conduire, elle a fait une formation en esthétique et coiffure, et maintenant elle est en train de rêver, de préparer son salon de coiffure, et elle est en train de faire des économies pour arriver à avoir son salon de coiffure. Donc un simple mot, rêver, a changé sa vie et lui a permis effectivement de se placer en orbite. Sinon, elle était peut-être vouée à faire la même chose que ce qu'elle faisait, qui n'était peut-être pas très drôle, mais qui ne lui donnait pas de perspective. Alors voilà, j'ai choisi d'appeler ma petite intervention « Histoire d'une femme en politique », parce que bien sûr, quand j'entends parler de succès qui se construisent à partir des échecs, j'ai une petite histoire à raconter, que j'ai choisi de vous raconter avec quelques photos. Alors, la première photo, c'est quand j'avais 7 ans. C'est pas pour faire mignon simplement que je vous la montre, c'est parce que je crois que c'est la dernière fois à 7 ans que j'avais l'insouciance de l'enfance, puisque à 9 ans, j'ai perdu mon père. Et mon père est mort, il a laissé une veuve avec 7 enfants. Cette femme avait 32 ans, ma mère. Et tout le monde a dit cette famille est foutue parce que le père n'est plus là. Et bien cette mère-là, elle a eu le sens du défi. Et elle s'est fixée comme objectif de faire arriver ces 7 enfants. Et elle en a fait 7 diplômés de l'enseignement supérieur, à force de qualité, que j'aime penser qui existe chez toutes les femmes, qui sont l'abnégation, le don de soi, l'amour maternel, le coaching maternel, il en a été question tout à l'heure, le coaching maternel, enfin, toutes les qualités qu'il faut pour donner confiance en soi à des enfants. Et comme on a parlé, Nabil Siti, lui il s'appelle Siti, moi je m'appelle Misa Skali. Et quand on pense Skali, on se dit, bah, Skali, c'est une famille, elle doit certainement avoir été riche, etc. Et bien, je voudrais vous dire tout le contraire, que ce n'est pas du tout le cas. Quand j'ai passé mon bac à 18 ans, bon, ma mère, je vous ai dit qu'elle a relevé le défi, mais parce qu'elle n'avait pas d'argent, et c'était donc, elle était très modeste, et c'était un défi pour nous d'arriver quand même à ce qu'on voulait. Quand j'ai passé mon bac, je voulais faire médecine à Rabat, mais il y a eu des conditions qui ont fait qu'il y avait quelqu'un de la famille qui avait promis de s'occuper de moi. Ça veut dire qu'il avait promis de me surveiller. Et moi, je voulais ma liberté, donc j'ai dit, je vais aller en France. On m'a dit, mais tu es folle, tu n'as pas d'argent pour aller en France. J'ai dit, bien, j'aurai de l'argent. J'ai obtenu la bourse. À l'époque, c'était plus facile que maintenant. Il fallait faire pharmacie pour avoir une bourse. Donc j'ai choisi de faire pharmacie uniquement pour aller en France. J'ai travaillé pendant les 3 mois d'été comme standardiste à 500 dirhams par mois à l'époque. Et avec les 500 dirhams par mois sur les 3 mois, j'ai pu partager avec ma mère, donner une partie pour qu'elle s'occupe des autres, et une partie pour pouvoir aller en France. Et donc c'est comme ça que je suis partie en France. Ce n'était pas donné comme ça. Et par la suite, j'ai eu, donc à 9 ans, j'ai découvert ce qu'était l'injustice sociale, j'ai découvert ce que c'était les problèmes, j'ai vu que le Maroc était un pays pauvre, j'ai vu que la France était beaucoup plus riche, beaucoup plus
les gens étaient plus instruits, que les choses allaient beaucoup mieux, c'était propre, c'était développé, etc. Et je me suis dit, ben, bon de Dieu, pourquoi le Maroc n'est pas comme la France? Pourquoi le Maroc n'est pas un pays avancé, n'est pas un pays évolué, etc. Et bien, je me disais, un jour, la France a été plus sous-développée encore que le Maroc. Et j'ai dit, eh bien, si le Maroc, si la France est devenue ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait ce qu'il fallait, qui ont bataillé, qui ont lutté, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire pour changer les choses. Et je me suis dit, pourquoi pas au Maroc? On pourrait également faire la même chose si on s'engage. Et j'avais pris l'engagement sur moi-même que je n'abandonnerai jamais le militantisme, que toute ma vie je serai engagé pour que le Maroc soit mieux que ce qu'il est maintenant et pour qu'il puisse aller vers le progrès. Donc à 19 ans, j'ai adhéré au PLS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou ça vous dit rien. Bon, le PLS, c'est le successeur du Parti communiste marocain qui était interdit. Et le PLS a été interdit à son tour parce qu'on lui a dit, bon ben, vous avez reconstitué le Parti communiste marocain, donc vous êtes interdit, le PLS, et le PLS a resté interdit quelques années, puis après ça a été le PPS qui a été le successeur, disons, du PLS. Et bon, ça c'est juste quelques... J'ai pris les quelques documents anciens que j'avais, je les avais scannés, donc ils sont là, les cartes du PPS, de plusieurs années, disons, de suite, parce que bon, c'était... Maintenant, ça fait, disons... Depuis l'âge de 19 ans, ça fait quand même bien une quarantaine d'années que je suis, disons, militante au PPS. Quand je suis rentrée de France, le premier événement qui a eu lieu devant mes yeux, c'était la marche verte pour l'achèvement de la libération nationale, c'est-à-dire pour la libération des provinces du Sahara. Et on avait été... Pardon. La date, c'était 1900... Je me suis trompée. C'était novembre 1975, bien entendu. Je suis désolée. Mais ça, j'ai juste fait le titre un petit peu rapidement. La marche verte, c'était en novembre 1975. Elle est toujours d'actualité, madame. Ben oui, elle est toujours d'actualité. Oui, peut-être c'est le rétroviseur. Voilà, tout à fait. C'est vrai que je suis plus tournée vers l'avant que vers l'arrière, mais je me suis quand même efforcée de... disons, de vous montrer. Bon, voilà. Voilà. Alors, c'est les premières élections auxquelles je me suis présenté. C'était les élections municipales de 1976 à Casablanca. Mais inutile de vous dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes dans le paysage médiatique, il n'y avait pas de femmes élues, il n'y avait pas de femmes parlementaires, il n'y avait pas de femmes élues municipales. Les femmes étaient une denrée extrêmement rare en politique, mais c'est un domaine qui m'attirait énormément. Et donc, je me suis présenté aux élections municipales. Je vous invite à lire. C'est correct, non? C'est tout à rappel. Bon, ben, ça fait rien. Il y a eu les mots d'ordre qui étaient là à l'époque. C'était des mots d'ordre que vous allez retrouver dans les mouvements du 20 février. Ça veut dire une gestion démocratique de la ville, pour une réappropriation par la population de ses richesses, pour la lutte contre la corruption. Enfin, il y avait des mots d'ordre qui étaient extrêmement proches de ce qu'il y a aujourd'hui. Les deuxièmes élections auxquelles je me suis présenté, c'était en 1977. Et là, c'est original parce que j'étais la seule candidate femme à Casablanca. C'est-à-dire, dans tout le Maroc, il n'y avait que 8 femmes qui étaient candidates. Et à Casablanca, j'étais la seule. Et je vous prie de croire qu'à ce moment-là, quand je venais me présenter devant les électeurs, ils me regardaient bouche bée, les enfants me regardaient comme ça, ils allaient en courant en disant « Viens voir, c'est une femme, c'est une femme ». C'était pour eux spectaculaire qu'une femme puisse se présenter aux élections. Mais à ce moment-là, bon, je n'ai pas été élue. La première fois en 1976, il me manquait juste 12 voix pour être élue. En 1977, j'avais ma sœur aînée qui était également engagée en politique, mais même elle n'avait pas voulu se présenter aux législatives en me disant « Mais tu es folle, c'est difficile, ce n'est pas facile, le territoire est immense, il faut affronter, c'est très très difficile, etc. » Donc j'ai dit, ça fait rien. Pour moi, l'important est de se présenter. Et chaque fois, on me disait, tu n'as pas réussi. Je disais, mais non, j'ai réussi. On me dit, mais tu n'as pas été élu. Je dis, oui, je n'ai pas été élu, mais j'ai atteint d'autres objectifs. Premièrement, de montrer la volonté des femmes de participer aux élections. Deuxièmement, de donner l'exemple aux petites filles, parce que les petites filles souvent venaient me prendre la main et elles étaient fières d'aller avec moi parce que j'étais quelqu'un.
J'étais quelqu'un qui venait se présenter aux élections et elles étaient contentes de se projeter sur moi, donc je leur donnais un exemple. Et d'autres objectifs que je voulais atteindre et que j'ai atteints, parce que j'arrivais aussi à conquérir le champ public, parce que pour une femme, ce n'est pas habituel de se mettre dans la rue et debout et d'interpeller les gens, de parler avec les gens. Et bien moi, c'était une conquête de ma liberté aussi en tant que femme. Au lieu de fuir en passant dans la rue pour éviter le harcèlement sexuel qui était légion, eh bien ça me faisait plaisir de pouvoir en quelque sorte dominer la rue, m'arrêter, parler aux gens et ne plus être, disons, dans la situation de la femme qui est, disons, harcelée ou autre. Alors en 1977, je n'ai pas réussi les élections, mais c'est l'année où j'ai rencontré mon compagnon de vie, qui est ici présent avec nous. On lui demande de se lever, s'il vous plaît. Alors, si Mahmoud s'est parti voir ses parents, il leur a dit, écoutez, je veux me marier avec une dame, si vous voulez une jeune fille, si vous voulez la voir, promenez-vous dans la rue de Casablanca, sa photo est accrochée partout. Et je l'ai dit parce qu'il fallait faire des meetings, il fallait parler en arabe. Et moi, j'avais une formation francophone, et à ce moment-là, j'avais vraiment du mal à faire une phrase en langue arabe. Et donc, la première fois que j'ai fait un meeting, c'était pas un choc, j'ai failli tomber dans les pommes parce que c'était vraiment très difficile pour moi d'affronter la population de Ain Choc en parlant avec un arabe courant. J'avais tendance à rentrer parfois des mots en français, comme on sait que les gens qui ne parlent pas très bien l'arabe le font, mais c'était vraiment très difficile pour moi. Alors voilà, la troisième fois, c'était les élections municipales de juillet 83 au Ma'arif à Casablanca. Bon, je vous passe rapidement. Là aussi, j'ai essayé de... Voilà, quelques images de la campagne électorale. Sensibiliser les femmes. Ça, c'est la 4e élection. Chaque fois, vous voyez, je mets un numéro pour vous dire quelles sont les campagnes auxquelles j'ai participé. Là, c'était une photo historique parce qu'il y a des gens que vous connaissez maintenant. Mais vous connaissez Ali Akka, bien sûr, qui était le dirigeant charismatique, le grand fondateur du Parti communiste et du PPS et du PNS. Mais il y a des gens ici qui ont été ministres. Vous connaissez Saïd Saadi, qui était encore tout jeune, il est là. Vous reconnaissez Khalid Nasseri, qui est ici. Vous reconnaissez peut-être Jamal Tibet, qui enseigne. Vous reconnaissez Abouahd Souheil, vous connaissez. C'est-à-dire, tout ça, c'était les candidats de Casablanca aux élections législatives de 1984. Et pour vous dire que ceux qui sont maintenant en photo, qui me manquent, c'est les élections municipales qui ont eu lieu juste avant 93, c'était 92. Mais je n'ai pas retrouvé le tract. Moi, je le retrouverai peut-être, mais je ne l'ai pas. Là, ce sont les législatives de juin 93 où j'étais candidate au Ma'arif. Ensuite, bon, toujours les élections de 93. Et puis viennent les 7e élections qui sont en 97. Alors, qu'est-ce qui s'est bien calculé? De 1976 à 1997, 21 ans. Eh bien, j'ai fait 21 ans de campagne électorale avant d'avoir été élu municipal, mais j'étais parmi les 0,34% de femmes élues. Et ça peut paraître rien du tout d'être conseiller municipal. Ça peut paraître ne pas être très important parce qu'il y en a beaucoup au Maroc, il y en a 14 600, il y en avait 14 600 à peu près, 24 000, même 24 600, il y en a 22 000 à peu près, mais le nombre de femmes était vraiment très limité. Et donc pour moi c'était vraiment un événement très important d'avoir réussi à être élu municipal après 21 années. Ensuite, les élections législatives de 97 à Casablanca, je n'ai pas été encore élu. C'était la 8e campagne. Voilà, ça c'est les photos. Bon, c'est 99, c'est les élections de la Chambre des conseillers. C'était la première fois qu'avait été créée la Chambre des conseillers. C'était des élections indirectes. J'étais encore candidate et j'étais en tête de liste. Mais même les propres gens de ma liste n'ont pas voté pour moi parce que souvent, ce sont des hommes, ils ont des intérêts avec d'autres, ils ont des accords avec d'autres élus pour échanger des services, etc. Et ce n'était pas intéressant pour eux de voter pour une liste qui était dirigée par une femme parce que les réseaux de soutien mutuel se font sur la base d'intérêts mutuels à échanger, etc. Donc je n'ai pas, non seulement je n'ai pas été élu, mais à ce niveau-là, je n'ai même pas réussi à recueillir
la voix des grands électeurs qui étaient supposés voter pour moi parce qu'ils avaient tous un accord avec quelqu'un d'autre en échange d'intérêts que je ne connais pas toujours, mais qui ont fait que je n'ai pas été élu encore une autre fois. C'était la 9e fois. Donc voilà. Voilà, là c'est la 10e fois. C'était les élections législatives, et c'était en 2002. Et c'était la première fois, parce que je dois vous dire que parallèlement, je ne me suis pas contentée d'être militante au parti. J'étais fondatrice de plusieurs associations, comme vous le savez, notamment l'Association démocratique des femmes du Maroc, et on s'était battu pour créer des associations qui luttent pour la participation politique des femmes. Et c'est le problème que je considérais comme prioritaire par rapport aux autres problèmes que vivaient les femmes, comme le changement de la Boubouana et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, etc. Parce que j'estime que ça, quand les femmes sont en position de prise de décision, c'est là qu'elles peuvent réellement lutter contre la pauvreté des femmes, qu'elles peuvent infléchir les politiques publiques en faveur des femmes en particulier, et sachant que les femmes ne sont pas seulement la moitié de la société, mais que d'elles dépendent également le sort des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, de toutes les catégories vulnérables, parce que c'est les femmes, c'est elles qui sont les mères de famille, c'est elles qui gèrent la réalité quotidienne de nos familles. Et le fait de leur donner la parole, c'est extrêmement important pour pouvoir, disons, changer leurs conditions. Donc tout à l'heure, quand j'ai entendu un des présentateurs, vous avez parlé de pouvoir, et ben moi, je ne suis pas gênée de dire que maintenant, je me sens, je vais le dire, mais jusqu'au bout, je me sens assoiffée de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir changer la réalité, de pouvoir faire que les politiques publiques prennent en compte les réalités concrètes de la population. Je crois qu'il n'y a pas de mal à rechercher le pouvoir quand ce n'est pas le pouvoir de s'enrichir. Le fait de s'enrichir n'a jamais été pour moi un objectif, bien au contraire. Ce n'est pas le pouvoir de dominer les autres ou le pouvoir de, disons, de se sentir très important, de se sentir très fort. Je ne me sens ni très importante ni très fort, mais j'aime sentir que j'ai la possibilité de soutenir par exemple les associations qui travaillent pour compléter l'action publique. Par exemple, les associations qui s'occupent des enfants de la rue, qui s'occupent des enfants handicapés, qui s'occupent des femmes victimes de violences, qui s'occupent de renforcer les capacités des femmes, leur permettre d'avoir un revenu. Enfin, il y a une multitude d'objectifs qui se font à travers les associations. Et quand j'ai été en responsabilité, j'ai tout fait pour soutenir ces associations et pour les aider réellement à réaliser leurs objectifs. Et je trouve qu'il n'y a absolument aucun mal à rechercher le pouvoir, bien au contraire. On ne doit pas laisser aller au pouvoir uniquement les gens qui ont des intérêts personnels et qui veulent régler des intérêts personnels. On doit au contraire agir pour promouvoir au pouvoir des gens qui veulent changer la réalité. Donc là, c'était bon, quelques images de la campagne électorale lors de la liste nationale. Bon, c'est juste quelques images. Et simplement, je voulais aussi vous dire que pour les femmes, la vie politique est un véritable saut d'obstacle parce que, disons, la vie politique, c'est une vie, un monde qui est fait pour les hommes et par les hommes. Et les femmes sont toujours considérées comme des intrus dans le domaine politique. Elles dérangent, elles parlent différemment, elles ont des soucis différents, elles parlent de choses qui sont différentes. Et elles dérangent le monde politique qui n'est pas toujours fondé sur les mêmes recherches disons, des actions de proximité et de l'action pragmatique en faveur des actions sociales. Et donc, pour les femmes, vraiment, ça n'a jamais été très facile d'arriver en politique, pas plus que pour les hommes d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est encore des images de différentes... Bon, j'en ai des centaines de photos comme ça, mais c'est juste une idée. Et là, c'est notre arrivée au Parlement. Donc c'était la première fois qu'il y avait 35 femmes au Parlement. Et au début, quand les femmes sont arrivées, eh bien, je vous prie de croire qu'il y avait des parlementaires qui guettaient les femmes. Et dès qu'il y avait une femme qui montait à la tribune, tout le monde se taisait, parce qu'on se demandait est-ce qu'elle va savoir parler, est-ce qu'elle va tomber dans les pommes, comment elle va parler, c'est-à-dire c'était la grande découverte, disons, des paroles de femmes. Et je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ces moments historiques pour les femmes. À ce moment-là, la promotion des droits des femmes nous semblait vraiment être un objectif très très difficile à atteindre. Bon, on connaît tous les efforts qui ont été faits par la société civile pour réaliser les droits. Alors ça c'est le vote du Code de la famille en janvier
2004. Le changement du code de la famille a eu lieu parce qu'il y a eu des luttes, des associations pour les droits des femmes qui se sont battues, mais aussi bien sûr parce qu'il y a eu la volonté politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est un grand, qui est vraiment quelqu'un de très engagé pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et c'est grâce à ce courage politique qui a été celui de Sa Majesté le roi Mohamed VI que nous avons réussi réellement à faire changer la situation. Le Maroc donc, a eu des acquis très importants. Je ne vous les cite pas parce que vous êtes fatigués, une autre fois. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons franchi bien des pas, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'égalité homme-femme. Ça, c'est un escalier que j'ai trouvé à Lyon, pour ceux qui connaissent. Et j'ai trouvé que ça symbolisait vraiment très bien le parcours qui est celui des femmes. Ensuite, à nouveau, il y a eu les élections municipales de 2003. Je me suis encore présenté sans succès aux élections, parce qu'il y a eu un changement. Parce qu'il y a un changement du mode de scrutin électoral. On est passé d'un mode de scrutin électoral où on avait une petite circonscription, où on pouvait très bien connaître les habitants et assurer, disons, un service de proximité. On est passé à un système de liste dans lequel il y avait un territoire immense et dans lequel toute la bonne volonté du monde ne permettait pas de réussir si on n'était pas relayé par une structure très forte. Et donc c'est pour ça qu'en 2003, je n'ai pas été élu. Bon, il y a eu les élections de 2007, les élections législatives. Je ne me suis pas présenté, je me suis retiré de la liste justement parce que... Bon, c'était un épisode difficile, il faut le dire, mais malgré le fait que, disons, quand j'étais au Parlement, j'ai fait un travail vraiment très important. J'ai pu être nommée chef de groupe parlementaire, j'étais la première femme nommée chef de groupe parlementaire en 2003. Mais le fait d'être trop actif vous attire aussi les foudres des gens que vous dérangez. Donc ce qui fait, je peux vous dire que je n'avais pas que des amis. Et il y a eu des manigances qui ont fait que je me suis retrouvée sur la liste nationale en 3e position, avec devant moi des femmes qui n'avaient aucune expérience politique. Et j'ai estimé que je ne voulais pas me présenter dans ces conditions. Je me suis retirée de la liste, même si la 3e liste était sûre d'être élue. Mais j'en ai fait plus sur le principe et je me suis retirée de la liste électorale, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à militer dans le même parti et à faire la campagne électorale avec ceux qui s'étaient présentés. Et donc, en 2007 est venue la nomination en tant que ministre du Développement social de la Famille et de la Solidarité dans un gouvernement où il y avait 7 femmes. Et là encore, c'était un nouveau défi parce que les missions dont j'avais la charge, c'était de prendre en charge à peu près 80% de la population, puisque j'étais en charge de la promotion des droits des femmes, des droits des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, et des pauvres et des démunis et des exclus. Mais quand je fais le calcul, je trouve 80% de la population qui est dans cette situation. Autrement dit, pour le dire avec humour, il n'y a que les hommes riches, jeunes et en bonne santé qui ne rentraient pas dans le cadre de mon ministère, mais tous les autres étaient dans le cadre du ministère. Et pour faire cette mission-là, qu'est-ce que j'avais comme budget? J'avais tout juste 0,3% du budget de l'État. Donc j'étais obligé de chercher des formules vraiment magiques, je dirais. Et parmi les formules magiques, justement, c'est le partenariat avec la société civile. C'est d'impliquer la société civile et d'utiliser les moyens publics pour renforcer la société civile et aussi pour compter sur des actions leviers comme l'accès des femmes aux postes de responsabilité et de décision. Alors, ça, les élections de juin 2009 m'ont offert une très bonne occasion de plaider à fond et de militer même de l'intérieur du gouvernement pour assurer l'élection des femmes, disons, dans les communes. Alors, dans ces élections-là, on est passé de 127 femmes élues à 3428 femmes élues. On est passé de 0,5% de femmes élues aux élections à 12,38% de femmes élues. Bon, ça c'était une courbe pour montrer que malgré le fait que les femmes se présentent en nombre croissant à chaque fois aux élections, le nombre de femmes élues est toujours resté extrêmement bas. Et ce n'est qu'en 2009, quand il y a eu ce qu'on appelle des actions affirmatives ou discrimination positive, qu'on a pu assurer l'élection de femmes. Bon, en étant ministre, j'ai eu l'occasion, je cite ça comme image, ça c'est la Ligue arabe. C'est la Ligue arabe, sachant que la région arabe, c'est la région où les femmes sont le plus où il y a le moins de droits pour les femmes.
Et j'ai eu l'honneur de présider la Ligue arabe au nom du Maroc. Donc là, je suis à la présidence. Petite anecdote, il y avait marqué Raïs. Il faut qu'il y avait marqué Raïs. On a dit Tchamar Bouta, Raïsa. Un ministre égyptien, c'est lui qui veut passer la présidence. Il m'a dit لا سيد الوزير الرئيس تعني الرئيس او الرئيسه. قلت له لا عفوا، قلت له المرجع في اللغه العربيه هي القران الكريم، والقران الكريم فيه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبالتالي قال لي ولكن ما فيش الرئيس والرئيسه. J'ai dit bon شكرا، j'ai fait un grand sourire et j'ai dit من فضلكم الامانه التقنيه اللي تقولوا لها هما لو سكرتاريا، الامانه التقنيه من فضلك تمر بوطه. Je ne commence pas tant qu'il n'y a pas de Tchamar Bouta. Ils ont été obligés de faire Tchamar Bouta. J'ai pu commencer à présider la réunion. J'ai compris de croire que ce n'est pas rien de présider une réunion où il y a les représentants de tous les pays arabes, c'est-à-dire les ministres de tous les pays arabes. Il fallait beaucoup de diplomatie pour faire accepter, par exemple, au ministre libyen de lancer une étude au nom de la Ligue arabe sur la violence à l'égard des femmes. Il a commencé à me dire non, on ne peut pas dire la violence à l'égard des femmes, la violence n'importe qui peut en être victime, etc. Il a fallu tout un argumentaire pour dire on va faire une étude, et après les résultats de l'étude, on verra bien ce qu'on fera, etc. C'est-à-dire, c'était le début d'une action. C'est الله يخليك باختصار. C'est une cause, je ne vais plus parler, je vais juste montrer des images. Voilà, les motivations pour s'impliquer en politique, je les ai déjà dit si vous voulez. L'importance de la participation des jeunes, c'est très important pour l'application en politique. L'importance également de l'application des femmes. Je crois que je termine là-dessus en disant que l'échec, aussi bien que le succès, contribue à la réussite et que l'effort et le sérieux finissent toujours par être payants. L'Arabia, j'aimerais que vous terminiez sur cette photo. Là, c'est un prix que j'ai eu en Italie. Un prix dans la catégorie politique pour récompenser les efforts politiques de